Tout d'abord, beaucoup de remerciements doivent lui être adressés parce qu'il a beaucoup d'occupations et le fait qu'il soit là pour nous, c'est vraiment très important parce que pour nous, il va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Je pense que l'état des lieux des récifs coralliens, chacun en a un peu une petite idée. C'est quelque chose qui nous est commun. On a l'habitude de dresser son état personnel de la situation, ou alors on lit un peu les journaux et puis il sort des petites choses. Mais en caractère scientifique, je pense qu'on est un peu pauvre. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'avoir vraiment un bilan qui sera sans doute un bilan presque exhaustif, mais enfin en tout cas du moment, sur la situation des récifs coralliens. Donc pour nous, c'est très important de porter comme ça un état. Et d'autre part, on sait très bien que la vie du récif, c'est toute la biodiversité qui est derrière, qui va être une chaîne, comme beaucoup de biodiversité d'ailleurs. Et donc c'est très important pour nous d'en parler ici. Alors, je pense aussi que Léo est particulièrement légitime pour communiquer cet état en tant qu'écologue marin. En effet, il a obtenu un master d'écologie tropicale à l'Université de La Réunion et est actuellement doctorant au sein de l'Agence de recherche pour la biodiversité de La Réunion, plus simplement dit Arbre. Voilà. D'autre part, l'exposé qu'il va nous faire n'établira pas seulement un bilan, mais s'intéressera sur le comment agir aujourd'hui pour améliorer cette situation. Léo nous propose de comprendre quelle est la responsabilité des pouvoirs publics, responsabilité du politique face à la situation actuelle pour mieux appréhender notre futur. Souvent, on condamne les usagers du lagon, j'entends souvent ça, et encore récemment, sans doute à juste titre, mais c'est un peu comme quand on fait une alerte climatique et on condamne les gens qui prennent trop d'eau pour se rincer les dents. Voilà, je ferai un peu cette image un petit peu rapide, mais c'est un peu ça. Parce que derrière, il y a quand même politiquement des lobbies qui sont présents. Il y a des fossoyeurs climatiques qui sont derrière nous. Et je crois que c'est un petit peu important de les mettre aussi en exergue et de ne pas penser simplement que les lagons soient abîmés parce qu'on les écrase. Voilà, donc je pense qu'il y a cette dimension-là et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour avoir quelque chose de large et de ne pas faire une dénonciation à l'emporte-pièce. Alors, Léo nous propose une vraie recherche en sciences politiques également, qui va avec cette conférence aujourd'hui. En effet, la particularité de son doctorat, c'est de travailler sur deux volets. À la fois parce qu'il a deux directeurs de thèse, ce qui est assez original. Un dans le domaine scientifique, en tant qu'écologue marin, en relation avec l'Université de Rennes, et l'autre dans le domaine des sciences politiques, en relation avec Sciences Po Paris, si je ne me trompe pas. Voilà. D'autre part, Léo a eu un parcours de type associatif et de projet avec Utopian à partir de 2021 pour cartographier l'état de santé des récifs. Voilà, donc c'est un projet d'engagement et aussi associatif et qui montre que c'est important de souligner tout ce qui peut être fait pour sauvegarder le récif et aussi accompagner les pouvoirs publics dans leurs décisions. Voilà, donc il s'est investi personnellement. On connaît aussi ses engagements sur l'écologie et sur la dimension sociale et humaine de ce qu'il fait. Voilà, donc je vais terminer en disant qu'on a la chance de débuter notre saison avec un acteur de terrain compétent et un sujet passionnant qui ne peut nous laisser indifférents. Nous, Réunionnais et résidents de La Réunion, qui savons combien la mer, sa flore et sa faune occupent une place déterminante pour l'avenir de notre île. Donc après avoir abordé par nos conférences l'érosion des plages, la faune marine des profondeurs, le rapport historique des Réunionnais avec la mer, cette conférence d'aujourd'hui est un pas de plus pour mieux nous éclairer en tant qu'Iliens et en tant que citoyennes et citoyens avertis. Voilà, je vous remercie et je laisse maintenant la place à Léo Broudik. Merci. Merci beaucoup Didier pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien ? Très bien. Moi aussi j'espère que je vais bien. Beaucoup de choses ont été dites déjà dans la présentation faite par Didier. En effet, je suis ici pour vous parler des récifs coralliens et de leur état de santé et une petite analyse historique et sciences politiques. Je suis en début de ma thèse, du coup je n'ai pas autant de réponses à vous apporter, mais surtout beaucoup de questions à vous apporter. Malheureusement, c'est un peu le tiraillement de chaque chercheur et chercheuse.
C'est un projet et c'est un programme même de recherche qui a tout un panel de partenaires. Il y a 2 laboratoires de recherche qui ont été cités. Il y a Ecobio avec Rennes et Sciences Po avec Paris. Mais c'est aussi des collaborations avec le bureau d'études Marex. C'est aussi une collaboration avec l'Université de La Réunion, avec la réserve marine de la Réunion, avec l'IFREMER, l'INRAE. Et historiquement, le projet Utopian qui a été cité, ça a été porté à la toute base par l'université, puis par Bessrun et actuellement par Arbre, qui est l'agence de recherche pour la biodiversité de La Réunion. Donc c'est moi qui viens ici vous parler de nos résultats, de ce qu'on a découvert, mais c'est tout un projet collaboratif. On va parler donc de récifs coralliens, spécifiquement de La Réunion, arrive à un moment, et on va découler 3 étapes. Dans ces 3 étapes, j'espère vous créer 3 émotions. Une première émotion, c'est l'émerveillement. C'est d'essayer de vous présenter comment fonctionnent brièvement, globalement, les récifs coralliens. La deuxième étape, elle est un petit peu plus obscure et je m'en excuse d'avance, c'est les résultats de notre étude. C'est une émotion qui devrait plutôt toucher à la tristesse. Pour terminer sur des émotions plutôt de compréhension et d'envie de s'en sentir concerné par les sujets qui sont présentés ici. Donc avant d'arriver à tout ça, on va commencer par l'émotion de l'émerveillement. Et pour cela, on va parler un petit peu de ce que c'est un récif corallien. Ici, je vous présente une image. C'est une branche d'une colline corallienne. On appelle ça un acropora. On a le sommet de cette branche. Et les coraux, vous le savez, ce sont des animaux. Comme tous les animaux, ils doivent se nourrir, ils doivent grandir, ils doivent se reproduire. Sur cette information, on a déjà 2 informations sur comment ils se nourrissent. On peut voir des sortes de bourgeons d'une couleur un petit peu jaunâtre et de tentacules transparentes. Sous les bourgeons, qui sont de couleur jaunâtre, se trouve du zooxanthelle. Ce sont des microalgues. Ces microalgues vivent en symbiose à l'intérieur du corail. Et à l'instar de chaque végétaux, ils ont la capacité de photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils vont capter l'énergie de la lumière pour la transformer en sucre, en énergie. Et cela représente 80% de leur apport énergétique. C'est-à-dire que les coraux se nourrissent à 80% grâce aux microalgues. Ce qu'on entend souvent dans les médias, ou ce qu'on peut entendre souvent dans les médias, c'est les épisodes qu'on appelle de blanchissement. Les blanchissements, c'est quand une température de l'eau, par exemple, est trop chaude. Aujourd'hui, ce qui peut arriver assez facilement avec la situation de réchauffement climatique. Dans ces conditions-là, le corail va être stressé. Il va produire une molécule qui va faire fuir, entre guillemets, le zooxanthelle, ces microalgues. Ainsi, il va redevenir tout blanc. Parce qu'en effet, ce sont surtout les... j'ai pas mes 2 mains, mais c'est surtout les zooxanthelles qui donnent la couleur au corail. Ils se trouvent sous le tissu du corail, et quand il fuit, du coup le tissu est transparent, et par transparence on voit le calcaire, le squelette directement du corail. Mais le corail ne va pas mourir tout de suite, il peut survivre un certain temps. En effet, parce qu'il a un deuxième mécanisme pour se nourrir, qui est la prédation. La prédation, alors que c'est un animal fixé au sol, est assez remarquable chez le corail, c'est qu'il a des cellules qu'on appelle des cnidoblastes, avec à l'intérieur des cnidocytes. Des noms barbares, juste pour dire des harpons qui sont remplis de venin. Ils vont littéralement dévaginer leur harpon pour aller chasser, attraper ce qu'on appelle du plancton et le ramener dans leurs tentacules. Et ainsi, ils vont dégrader, digérer cette énergie, et cela représente 20% de leur apport énergétique. Ce qui fait que c'est une faible part. Ils ne mangent pas beaucoup par prédation, mais ils mangent beaucoup par la lumière. Donc, quand les zooxanthelles partent, ils peuvent survivre à un certain moment, mais si la température de l'eau est trop longtemps au-dessus des tolérances, malheureusement, le corail meurt. Par contre, si les températures redescendent, les zooxanthelles, ces petites algues, reviennent dans le corail et le corail peut continuer à vivre. Ce qui fait que quand on reprend cette image, tout ce que je viens de vous raconter, on ne le voit pas. On peut le deviner. La couleur du corail, comme on disait, qui est influencée notamment par les zooxanthelles, les microalgues, et les tentacules où se trouvent ces fameuses cellules. C'est microscopique. Déjà que la photo, c'est à une échelle microscopique. Pourtant, ces individus grandissent à tel point qu'ils forment littéralement des édifices coralliens, des structures calcaires d'une grandeur nature. Ici, je m'en excuse, c'est une image de Mayotte, je triche un petit peu, mais on peut voir une biodiversité florissante avec tout plein de poissons et toute une biodiversité cachée également qui a des mollusques, des crustacés, j'en passe comme exemple, qui se trouvent dans ces édifices coralliens.
Et si on change encore d'échelle et qu'on prend l'échelle de Thomas Pesquet dans l'espace, on peut voir des récifs coralliens depuis le ciel. Ici, on est à Mayotte et toute la bande bleu turquoise, bleu clair qui se trouve autour de l'île, ce sont les édifices calcaires qui ont été formés par les récifs coralliens. Donc, on part d'un organisme microscopique qui vit à une échelle qui ne sont même pas visibles à nos yeux, mais pourtant, ils vont influencer les courants et ils vont abriter toute une biodiversité qui est absolument essentielle pour la biodiversité marine. Mais est-ce que c'est si facile que ça pour les coraux de vivre dans ces endroits-là? En effet, l'espace est limité. Imaginons un récif corallien, ce simple ovale, qui peut accueillir les coraux. C'est un substrat dur. Il faut que les coraux aient un substrat, un sol qui est solide pour venir s'y implanter. Si c'était du sable, ils ne pourraient pas s'y implanter. Si c'était des galets, ils pourraient difficilement, en effet, aussi s'implanter. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des coraux durs, avec le squelette calcaire. Mais il n'y a pas que les coraux durs qui veulent s'y implanter. Il y a tout un tas d'autres organismes. Il y a ce qu'on appelle des zooxanthères, des algues, des éponges, des goronnes, etc., etc., etc. Ce qui fait que tous ces organismes sont en compétition pour l'espace. Tous ces organismes peuvent prendre de l'espace. Donc on peut se demander comment les coraux dominent dans cet endroit. Comment un récif corallien est dominé par les coraux. Pour cela, on va introduire une simple notion d'écologie, en écologie, qu'on appelle la valence écologique. On ne va pas aller très loin, mais en tout cas, on peut prendre l'exemple de Bobette pour cela. Vous prenez Bobette, c'est une simple humaine, comme vous, comme moi. Vous la mettez au soleil, à plus de 30 degrés. Pas de souci, elle survit. Vous la mettez en Bretagne, sous la pluie, toute l'année, avec un kawaii, pas de souci, elle vit. Vous l'envoyez dans les pôles avec un bon manteau, à moins 30 degrés, pareil, elle va survivre. Ce qui veut dire qu'en termes de température, en termes thermiques, l'humain peut tolérer une grande valence écologique allant de moins 30 à 30 degrés, et on pourrait même augmenter les extrêmes. Si on prend maintenant les coraux, ils ont tout plein de paramètres environnementaux qui définissent leur survie. Ici, pour la présentation, on va s'en concentrer sur deux, la température et les éléments dans le milieu. Ici, donc, la température est représentée par le soleil et les éléments par les points saumons qui sont dans le milieu. Les coraux, eux, tolèrent donc des températures, c'est variable, mais globalement, on dit entre 22 et 29 degrés. Et des eaux dites oligotrophes. Autrement dit, très pauvres en nutriments. C'est pour ça que les eaux récifales sont transparentes. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le milieu. Si ces conditions sont réunies, les coraux prospèrent. Si on modifie un des deux paramètres, on augmente la température ou on augmente la matière dans l'eau, alors là, les coraux vont tomber malades, voire mourir, voire disparaître en fonction de la hauteur de la perturbation. Maintenant qu'on regarde les autres organismes, comme on a cité, les coraux mous, les algues, etc., ils vivent très bien dans des conditions que les coraux affectionnent tout particulièrement, avec la température OK et peu de nutriments dans le milieu. Par contre, si vous augmentez la température et vous augmentez les éléments dans le milieu, ils vont presque préférer ces situations. Ça veut dire qu'on va avoir d'un côté des coraux qui vont diminuer et de l'autre côté des autres organismes qui vont prendre l'espace. Donc, toute la compétition pour l'espace est drivée par ces conditions environnementales. S'il y a des coraux, ça veut dire qu'il y a les conditions environnementales propices pour. Si on faisait un schéma assez enfantin qui récapitule le tout, on a des températures bien strictes, on a un milieu oligotrophe, on a une dominance de coraux, avec bien entendu d'autres organismes qui sont présents dans le milieu, c'est naturel, c'est normal, mais c'est les coraux qui dominent. On pourrait se demander, mais pourquoi c'est important que ce soit les coraux qui dominent dans un récif corallien ? Bon, certes, ça porte le nom de l'écosystème, mais toutefois, quand même. Pour cela, on va refaire un petit peu d'histoire géologique. Prenons la Réunion longtemps, mais très très longtemps, quand les planchers océaniques étaient encore faits de basalte sur toute l'île et qu'ils étaient vierges. Les îles voisines, qui avaient des colonies coralliennes, ont pu ramener des larves de coraux depuis Madagascar, Maurice, etc. Et ainsi, les coraux ont pu se développer sur ces côtes. Ils ont pu grandir, se reproduire et continuer ainsi de suite, ainsi de suite. Un jour, il y a pu avoir ce qu'on appelle en écologie aussi une perturbation intermédiaire. Une perturbation intermédiaire, ça peut être un cyclone qui peut ravager tout un récif. Par exemple, en 89, il y a eu Firinga. Firinga, ça a détruit 99% des récifs coralliens de la saline de Saint-Leu et de Saint-Pierre. 99%.
Ce qui fait qu'on a un cyclone qui arrive, qui détruit tout, il va avoir que des débris coralliens derrière, que du calcaire. C'est parce qu'en effet, comme on disait tout à l'heure, le corail est fait d'un squelette fait de calcaire. Ce calcaire, petit à petit, va se concrétionner. Tous ces débris vont former quelque chose de solide, vont se rassembler pour former un sol compact, qu'on peut voir ici, avec les petits carrés blancs. Donc le sol n'est plus de basalte, mais fait de calcaire, et le sol augmente par rapport à ce qu'il y avait avant. Le temps passe et d'autres colonies coralliennes vont pouvoir s'y implanter avec les larves soit voisines, des colonies voisines, soit des îles voisines. Et ainsi de suite. Le cycle continue avec des colonies qui vont revenir, grandir, etc., jusqu'à d'autres perturbations, ainsi de suite. C'est un peu à l'image du phénix, la légende du phénix, c'est ce fameux oiseau qui renaît de ses cendres. Les récifs coralliens, c'est un petit peu la même chose. Vous leur mettez une grosse catastrophe comme un cyclone dans leur tête, et ben ils se régénèrent. Ils peuvent se régénérer. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, si un cyclone devait détruire les récifs coralliens comme Firinga, ça ne serait peut-être pas la même histoire. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de l'eau, on se souvient, température et milieu oligotrophe, c'est-à-dire pauvre en nutriments, ne sont pas aussi bien respectés qu'avant. Ce qui fait que le pouvoir qu'on appelle de résilience d'un écosystème est diminué. Le pouvoir de résilience de l'écosystème est amoindri. Ce qui fait qu'il va avoir du mal à revenir comme à l'état original. Et d'autres organismes, comme on le disait tout à l'heure, avec les algues, les éponges, etc., eux vont pouvoir prendre l'espace. Donc, on ne va pas revenir à un état originel, ou en tout cas pas aussi facilement, pas aussi rapidement. Ce qui fait qu'il faut faire cette nuance. Mais pareil, on pourrait se dire, les récifs coralliens, à quoi bon? C'est un écosystème comme les autres, s'ils disparaissent, c'est pas si grave. Un autre écosystème verra le jour et ça sera très bien. Sur une vision à temps géologique et avec la sagesse incarnée, c'est vrai que c'est pas si bête. Mais pour le présent et le concret, c'est plus problématique parce qu'en effet, les récifs coralliens sont importants pour bien nombre d'espèces humaines et non humaines. C'est plus d'1 milliard de la population mondiale qui en dépendent totalement. C'est plus de 40% qui ont des récifs coralliens frontaliers, ce qui représente quand même une grande masse continentale. C'est à peu près 36 milliards de dollars qui sont apportés chaque année grâce au tourisme que cela attire. Après, il faut se demander dans quelle poche ça tombe, mais ça, c'est une autre question. C'est des protéines animales pour les populations côtières. Et ce, d'autant plus important que dans les 40% des pays qui ont des récifs coralliens sur leurs côtes, il y a une bonne proportion qui sont des pays dits défavorisés ou en développement. Donc la pêche de subsistance est une nécessité et pas juste un plaisir. Ce qui est d'autant plus intéressant et important, c'est qu'il nous protège littéralement des cyclones et des fortes houles. Ces barrières récifales qu'on voit, ces vagues qui cassent au large et non pas sur le littoral, nous protègent. Bellal, il y a quelques semaines, il y avait des houles de 9 mètres de haut. Heureusement pour nous, elles sont tombées sur Saint-Denis majoritairement. Mais une houle de 9 mètres de haut, je pense qu'on est un petit peu moins que le toit. Moi, je fais déjà quasiment 2 mètres, du coup, il faudrait faire moi x3 pour avoir une masse d'eau comme ça, qui vient s'abattre directement. Et donc, le récif corallien, lui, va freiner cette vague, va permettre que nous, population côtière ou même population des îles, on est protégés littéralement face à ces événements extrêmes. Et enfin, si on sort si on regarde à l'échelle globale, dans un contexte d'autant plus de changement climatique, c'est un puits de carbone. On parle souvent des forêts tropicales humides comme étant l'un des poumons de la Terre. Nous avons 2 poumons, la Terre en a 2, les forêts tropicales humides et les coraux. Ce qui fait que si on en perd un, on aura beaucoup plus de mal à respirer. Ça sera tout le système global qui sera déséquilibré. Et enfin, si on sort de le côté humain centré, c'est plus d'1 million d'espèces qui sont abritées, environ 1 million d'espèces qui sont abritées dans les récifs coralliens. Il faut garder en tête que les récifs coralliens, ça représente moins de 1% de toute la surface des océans. Mais pourtant, ils abritent environ 1 million d'espèces. C'est littéralement un oasis de biodiversité dans un désert océanique. S'ils devaient venir à disparaître, on serait donc confronté à une mise en danger de la population par un manque de sources de protéines animales, par une vulnérabilité face aux cyclones, mais aussi à l'échelle globale, le système Terre du climat serait déstabilisé. Et enfin, ça serait une perte de biodiversité énorme. Bon, là, j'en mets 4 alors que je n'avais que 3 à citer. Désolé. Donc, on peut se demander, à La Réunion, comment ça se passe?
Là, normalement, on a fini la première partie. Normalement, on se dit, les récifs coralliens, c'est sympa. J'aimerais bien prendre mon masque et mon tuba maintenant, ou même ma lampe y aller de nuit, et explorer ce qui s'y trouve. Et si vous le pouvez, prendre un appareil photo et regarder ce qu'il y a sous l'eau. Donc à La Réunion, et là, c'est là où, normalement, on va tomber un petit peu plus dans des chiffres un peu plus alarmants. Comment se portent les récifs coralliens? Comme ça a été dit en introduction, c'est la question qu'on nous pose tout le temps et qu'on se pose aussi tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait cette étude. On a fait cette étude avec la même question que tout le monde se pose, c'est mais dans quel état les récifs coralliens se trouvent? Donc, on a décidé de prendre notre masque, notre palme, notre tuba, une petite plaquette, un crayon de bois, un GPS et d'aller explorer l'ensemble des récifs coralliens. On est allé de Cap Champagne à Grand'Anse, on a fait tous les lagons, on est allé derrière la barrière récifale jusqu'à 15 mètres de fond, tout ça en apnée. On a fait, j'ai plus les chiffres, mais c'est plus de 100 heures dans l'eau, c'est plus de 4000 stations. Dans chaque station, on regardait le recouvrement corallien, on regardait quelle espèce il y avait, leur forme, leur taille, est-ce qu'il y avait des juvéniles, est-ce qu'ils étaient en bonne santé, est-ce qu'il y avait des oursins. On a aussi regardé les poissons, on a regardé la diversité, les prédateurs, les poissons perroquets, et on a même regardé les holoturies, alors qu'elles sont beaucoup moins sexy. Mais quand même, elles sont toutes aussi importantes. Ce qui fait que, et derrière ça, on a plein de stations, et grâce à toutes ces stations, ça nous permet d'avoir des analyses statistiques qui nous permettent de produire des cartes. Et dans les cartes, on a une information dans chaque endroit du récif. J'en fais volontairement une boîte noire de tout ça, de la méthode qu'on a utilisée, aussi bien de terrain que de statistiques, pour aller plus loin dans la conférence. Mais si vous avez des questions par la suite, j'ai préparé des petites diapos justement pour en discuter, ça sera plus à l'aise dans un temps d'échange que là pendant la présentation. Ce qui fait qu'on a des cartes sur tous les récifs, allant des platiers jusqu'à moins 15 mètres de fond. On peut estimer donc le recouvrement corallien sur tout l'espace qui est disponible à La Réunion. Et on tombe sur le chiffre fatidique de 18%. C'est-à-dire que sur tous les récifs de La Réunion, où il pourrait y avoir des coraux depuis le platier jusqu'à moins 15 mètres de fond, il y a 18% qui sont occupés par les coraux. Le reste étant occupé par d'autres organismes, comme on disait, les algues, les éponges, etc., ou étant un substrat vierge, nu. Et ces coraux, il y a tout plein de formes et d'espèces dans les récifs coralliens, et ce qu'on observe, c'est qu'ils ont plutôt une forme, les formes sont dominées par des formes dites massives, des gros blocs, comme on voit souvent quand on se baigne dans le lagon, ces gros cailloux, justement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est des cailloux, ou alors des formes dites digitées, c'est des petits doigts, ou alors en croûtante, ça épouse la forme du sol. Et toutes ces formes-là sont peu attrayantes pour la biodiversité associée. Pour les poissons, pour les mollusques, ça offre peu de cachettes pour tout ça. Ce qui fait qu'il est peu structurant le récif, de manière globale. Mais maintenant, regardons un petit peu de manière par secteur géographique. On va commencer avec ce graphique. C'est les boîtes à moustaches. On est tous passés par les boîtes à moustaches à un moment dans notre vie. On a ici donc l'information à gauche qui est le recouvrement corallien en pourcentage. L'information en bas, c'est les différents sites, allant de Grand Fond jusqu'à Grand'Anse, et les fameuses boîtes à moustaches. Ce qui va nous intéresser, c'est les points rouges. Les points rouges, c'est la moyenne sur tous les sites. On a pris toutes les stations qu'on a fait dans le site et on a moyenné, et on obtient un score. On voit globalement que dans l'ouest, de Grand Fond à Étang-Salé, on se trouve globalement autour de 15% de recouvrement corallien sur le récif, aussi bien en platier qu'en pente externe. Par contre, quand on regarde dans le sud, c'est différent. Saint-Pierre, on augmente, on est à plus de 30%. Grand-Bois, on augmente encore, on est à plus de 40%. Grand'Anse, on augmente encore et c'est le maximal avec plus de 50% de recouvrement corallien. Donc il existe encore des zones qui sont riches au niveau du recouvrement corallien. Un peu d'espoir dans ces chiffres un petit peu chaotiques. Et quand on regarde encore l'information de la forme de ces coraux, on voit que dans l'ouest, toujours pareil, la même tendance, du coup voilà le graphique, à gauche du coup les différentes formes des coraux, en bas les différents sites. On retrouve nos boîtes à moustaches avec les points rouges. Et globalement, dans l'ouest, on a des formes dites digitées, encroûtantes et digitées. Alors que dans le sud, on a des formes encroûtantes, digitées. On a même des grands branchus et des tabulaires. Les tabulaires, c'est des grands acroporas aussi qui forment des grandes tables et qui offrent des habitats pour les espèces de poissons, notamment, qui s'y cachent en dessous. Ce qui fait qu'on note une grande disparité entre l'ouest et le sud. Ça, c'est une première information à retenir. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus précisément, par exemple, sur l'Ermitage de la Saline. Ici, je vous présente ces fameuses cartes. On a l'information du recouvrement corallien, on a un code couleur.
Le blanc, c'est pour des recouvrements très faibles, voire absents, 0%. Et le bleu foncé, c'est des recouvrements allant jusqu'à 100%. On va dire entre 60 et 100%, parce que le 100%, c'est quand même très rare. Et comme ça, de manière, je l'espère en tout cas, intuitive, vous pouvez savoir où se trouvent les coraux sur le récif de l'Ermitage de la Saline. Il y a une petite information aussi importante, c'est les pointillés noirs. Elles vont délimiter le platier et la pente externe. Ce qui fait que, rien que ça, on pourrait s'amuser des heures à discuter de vos ressentis, de nos ressentis et de où se trouvent les coraux et dans quel état ils sont. Et ça, on a une carte pour chaque information. Pareil, pour le temps des questions et des réponses, si vous voulez savoir, je ne sais pas, s'il y a des algues dans votre endroit favori où vous baignez, ben vous pourrez poser la question et dans un autre document, j'ai les cartes et on pourra en discuter. Mais là, on ne peut pas se permettre de présenter toutes les cartes, sinon vous dormez ici. Si on regarde des spots un petit peu particuliers, on regarde par exemple au niveau de la base de l'Ermitage. C'est une couleur plutôt blanche, plutôt claire. Ça représente la photo de gauche. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un platier à éléments dispersés. En effet, les récifs, c'est plein d'habitats, plein de types d'habitats. C'est pas très grave, c'est pas très important, mais on garde quand même en tête que c'est un habitat similaire à celui de droite, qui se trouve, lui, au sud du récif. Et comme on peut le voir, à droite, c'est resplendissant. Il y a tout plein de coraux, de formes, qui, en plus, là on ne le voit pas forcément sur la photo, mais qui sont en bonne santé. Ce qui fait que l'habitat de droite, s'il n'y avait pas de pression, s'il n'y avait pas des choses qui n'allaient pas dans le récif, potentiellement pourrait être similaire partout où l'habitat se trouve sur le récif de l'Ermitage de la Saline. C'est-à-dire que l'image de gauche pourrait être comme l'image de droite s'il n'y avait pas de pression, ou en tout cas pourrait y tendre, il pourrait y ressembler. En aucun cas, elle pourrait ressembler à ça s'il n'y avait pas des pressions particulières qui venaient dégrader ou impacter justement l'évolution du récif. Si on prend une autre information, en haut, au niveau de l'Ermitage, on se situe à peu près sur la plage des Brisants, la plage de l'Ermitage. On est sur ce qu'on appelle là le platier externe. En gros, c'est au niveau des vagues. Quand la vague déferle, c'est à peu près là. C'est un petit peu avant en vrai, mais globalement, c'est ici. On voit que c'est un désert. Il n'y a plus rien. C'est plat, c'est du 2D. Et il y a quasiment, sur la photo en l'occurrence, il n'y a plus une colonie corallienne. Pourtant, dans ces endroits, ce qu'on appelle le platier externe ou le front récifal, c'est l'habitat qui permet à la vague de se casser, ou en tout cas qui facilite le fait que la vague se casse. C'est parce que cet habitat, le niveau du sol est plus élevé et la vague qui se forme va après déferler à cet endroit et dans le lagon, l'énergie de la vague va être freinée, voire annulée. Si on a des habitats comme ça, où il n'y a plus rien, mais la vague, elle peut encore passer, ou en tout cas avec une force amoindrie certes, mais elle peut encore passer dans le lagon. Quand vous vous baladerez la prochaine fois au niveau de cette zone, vous pourrez, rien que les pieds dans l'eau, observer que la vague déferle encore dans le lagon. Vous verrez qu'il y a des petites vagues qui se forment et qui viennent finir dans vos pieds. Alors que dans les autres endroits, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'en effet, la barrière récifale assume sa fonction. C'est une zone donc qui est d'autant plus sensible parce qu'en effet, le récif commence à se dégrader littéralement, physiquement. Parce qu'en effet, c'est du calcaire, comme on le disait, et ce calcaire, s'il n'est plus produit par les coraux, ça veut dire qu'il va arrêter de grandir. En soi, c'est pas très grave, on pourrait se dire, bon, au moins, il stagne. Mais sauf qu'il y a d'autres organismes qui vont aller grignoter ce calcaire. Ce qui fait qu'ils vont dire qu'ils sont des bioérodeurs et ils vont réduire le récif. Ce qui fait que la vague derrière, elle va pouvoir passer plus facilement. En comparaison, là, on descend à Saint-Pierre, dans le sud. On a du coup la même information, mais à Saint-Pierre. Là, j'ai mis la carte dans le sens vertical, du coup, c'est pas forcément évident, mais à gauche, c'est Ravine Blanche, en bas, c'est Terre Sainte. Au milieu, c'est la rivière d'Abord avec le port. Donc, si on regarde le cercle orange, on se trouve un platier externe qui se trouve dans cet état de santé. Comme tout à l'heure, on voit que c'est beaucoup plus resplendissant. Il y a beaucoup plus de coraux, il y a beaucoup plus de vie, et donc la fonction de casser la vague est beaucoup plus assumée. C'est pareil, potentiellement, les platiers externes pourraient ressembler à ça à La Réunion si tout allait bien. Pas partout, pas de manière homogène, mais en tout cas, on pourrait y tendre. Et oui, j'ai oublié de dire, pour Saint-Pierre, c'est à peu près 28% de recouvrement corallien, et tout à l'heure, à l'Ermitage de la Saline, c'était 13%. Maintenant, si on arrête de regarder les coraux et on regarde un petit peu les poissons. Les poissons. Là, je vais vous présenter surtout les prédateurs supérieurs, leur abondance.
Les prédateurs supérieurs, c'est des mérous, c'est des carangues, c'est des barracudas, c'est ce genre de poissons-là. On a le même type d'information cartographique avec un autre code couleur, mais l'idée est la même. La couleur blanche, c'est une absence de prédateur. Vous pouvez voir que l'unité, c'est par 10 minutes. Par 10 minutes. C'est parce qu'en effet, quand on est dans l'eau, on se balade pendant 10 minutes, on dénombre toutes les informations qu'on a besoin sur les poissons, et après on s'arrête et on continue et on recommence. Ça veut dire qu'on comptabilise sur 10 minutes. Ce n'est pas forcément très parlant, mais on ne peut pas le traduire autrement pour le moment. On observe que dans les platiers, il n'y a quasiment rien, c'est que du blanc. Bon, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Les platiers, c'est une nurserie, c'est la garderie pour les poissons. Du coup, on pourrait se dire c'est logique, mais à ce point-là, est-ce que ça l'est? C'est une question à se poser. Par contre, quand on regarde sur le pente externe, on voit qu'à l'Ermitage La Saline, il y a beaucoup plus de marron, il y a beaucoup plus de taches, notamment dans la zone sanctuaire de l'Ermitage, notamment au niveau de la sud du pass de l'Ermitage. Et ça, bon, on reste sur des abondances qui sont sont pas super élevées, mais en tout cas, c'est beaucoup plus élevé qu'à Saint-Pierre, où que même la pente externe, elle est toute blanche. Et quand on regarde la même information, mais en forme de graphique, en fonction des niveaux de protection, on peut observer ça. À gauche, on a la même information, l'abondance des prédateurs. En bas, on a les niveaux de réglementation. HR, c'est hors réserve. Du coup, c'est Saint-Pierre, Grand-Bois, Grand'Anse. ZPG, c'est zone de protection générale. Globalement, on a beaucoup d'activités qui sont encore autorisées. ZPR, c'est zone de protection renforcée. Ici, les pêches sont réglementées en fonction de la pratique et en fonction de la temporalité. Et enfin, zone PI, qui est zone de protection intégrale, où là, il n'y a aucune activité qui peut être faite, sauf dérogation, mais qui sont vraiment compliquées à avoir, et c'est bien normal. Si on regarde l'information, donc, on a la même histoire avec les boîtes à moustaches et les points rouges. Et on voit que plus le niveau de réglementation augmente, plus le point rouge augmente, plus l'abondance de prédateurs augmente. Et même, je reprendrai ma phrase, parce que ce n'est pas forcément plus le niveau de protection augmente, parce que ZPR et ZPI, protection renforcée intégrale, on a trouvé globalement les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'en renforcé, on a déjà une efficacité qui est assez parlante par rapport aux zones qui ne sont pas protégées. Donc on peut retenir de ça, de l'état de santé en attendant des récifs pour le moment, qu'on a un recouvrement corallien à 18%, une grande disparité entre l'ouest et le sud étant plus vivant en termes de coraux, mais par contre en termes de poissons, le sud est moins vivant par rapport à l'ouest, en termes de prédateurs en tout cas. Mais bon, ces chiffres, est-ce qu'ils sont parlants si on ne les compare pas au passé? Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est une question à se poser. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en introduction, mais c'est littéralement un honneur de passer après Patrick Durville, Thierry Mulauchot et Bill Roland Troidec sur cette scène et avec les amis de l'université. Ce sont des pionniers de l'écologie marine récifale à La Réunion. Ceci étant, maintenant, c'est l'instant devinette. C'est à vous d'essayer de donner votre avis par le simple fait de se lever la main. Donc, on peut se poser la question, ou en tout cas, je vous pose la question, qui pense que l'état de santé des récifs coralliens de La Réunion était mieux avant? Ceux que oui, vous pouvez lever la main, ceux que non, vous pouvez baisser la main. Ben, gardez la main baissée. C'est votre imaginaire qui le décide. Je suis content de voir que la salle est plutôt optimiste que pessimiste, heureusement. Mais maintenant, on va essayer de le quantifier. On va éviter de faire un running gag d'un sketch bien connu, mais comment vous estimez ce recouvrement corallien dans les années 80? Les années 80, c'est la donnée la plus fiable qu'on a réussi à trouver. Petit A, 100%. Vous pouvez lever la main pour ceux qui pensent que c'est 100%. Petit B, 70%. Il y a pas mal de gens qui sont optimistes aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. Petit C, 40%. Il y a pas mal de gens qui pensent ça. Et petit D, 10%. Donc moins que actuel. Il y a quelques réponses aussi. Et la réponse se trouve être exactement, là j'ai fait une petite faute, désolé, c'est 65%. Dans les années 80, on avait 65% de recouvrement corallien. En tout cas, avec les informations qu'on a actuellement, on l'estime à 65%. Dans les années 2000, on descend à peu près 50%. On a déjà une chute. Par contre, il faut se souvenir, dans les années 2000, il y a eu Firinga qui a fait un gros dégât. Donc, il a pu avoir une influence sur ce 50%. Et en année 2000, jusqu'à l'année 2023, on voit que la pente commence à une courbe beaucoup plus basse et on descend à 18%. Donc, la question de se demander, est-ce que 18% c'est alarmant? La réponse est oui, littéralement.
les récifs coralliens de la Réunion peuvent accueillir une richesse exceptionnelle et on peut facilement avoir ce qu'on appelle l'amnésie écologique. L'amnésie collective, c'est que plus un écosystème va se dégrader, plus on va se dire que c'est son état originel. Et on va oublier l'état du passé. Et on va se dire, l'état dégradé, en fait, c'est ce que peut accueillir l'endroit. Donc c'est pas grave. Donc c'est bien, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça et c'est tout. Alors que non, à La Réunion, en tout cas, on peut accueillir une biodiversité magnifique, même si on nous argumente souvent que l'île est jeune, du coup c'est normal que les récifs ne sont pas bien vivants. Pas forcément vrai. Ça pouvait ressembler à ça. Les anciens pouvaient voir ça à l'époque. Là, on n'est pas encore dans les années 80, on n'a pas encore trouvé des photos, en tout cas pas réussi à numériser des photos de l'époque. On est dans les années 2000, au niveau du sud de la passe de l'Ermitage. C'est l'association Vie Océane qui m'a partagé ces images, qui sont aussi des pionniers dans l'écologie récifale à La Réunion et qui ont beaucoup milité, notamment pour la mise en place de la réserve naturelle marine de La Réunion, qui a été mise en place en 2007. Et on voit des coraux à perte de vue et de taille vraiment imposante. Si on essaye de retrouver, après avoir parcouru tous les récifs de La Réunion, un endroit similaire, on pourrait prendre cette image. C'est à Grand'Anse. Ce n'est pas aussi resplendissant, ce n'est pas aussi grand que la photo d'avant, mais c'est recouvert de coraux sur la photo, et on s'approche des 50% comme on avait tout à l'heure sur les graphiques. Donc Grand'Anse est, à l'heure actuelle, ce qui ressemble le plus à l'état des années 80. Et là, on peut se poser la question sur pourquoi c'est tombé de 65% à 50% à 18%. On n'a pas toutes les réponses, mais on a des éléments de réponse. Pour ça, je vais devoir faire une petite manip pour vous montrer une petite vidéo. Hop. On a produit des modèles. Des modèles, des fois ça fait peur, mais globalement, là, on va y aller simple. On va voir le nitrate et le nitrite se déplacer dans l'eau en saison de pluie classique, comme en ce moment. Et vous voyez qu'en bas, il y a une échelle. C'est différents jours. Et à un moment, dans la bande plus foncée, il va y avoir une forte pluie. Par exemple, Bellal qui arrive, ou Candice. Et on va voir comment les ravines Saint-Gilles, Hermitage et Trois-Bassins vont recracher le nitrate et le nitrite dans l'océan, et comment le courant de l'océan va déplacer ce nitrate. Le code couleur est à droite, bleu foncé 0, jusqu'à 500 micromoles par litre, 500. En gros, dès qu'on est dans le vert, ça commence à être mauvais signe. Hop là. Et si on lance, on voit que la ravine Saint-Gilles et l'Hermitage commencent déjà à pas mal cracher. Et là, forte pluie. Et là, on rentre dans du rouge très foncé. Et on voit et on observe que ça descend littéralement sur le platier et sur la pente externe, jusqu'à dans la zone de la saline sud. La saline sud semble un peu moins épargnée qu'en tout cas la zone Hermitage et la zone Saint-Gilles. La ravine Trois-Bassins semble peu couler, ou en tout cas on ne voit pas beaucoup ça coule directement dans l'océan. Donc ceci étant, hop, on revient là. Et sans trop de pertes, c'est pas mal. Hop. Voilà. Du coup, on peut se demander, mais comment ça se fait que les ravines recrachent autant de matière, de nitrate et de nitrite? On a la même information pour le phosphate, pour l'ammonium. Et on a des résultats pas aussi parlants, mais aussi avec des concentrations très importantes. Donc pour ça, on peut essayer de retracer un peu l'histoire de La Réunion. Retracer comment le territoire ouest s'est urbanisé, comment s'est-il développé. On peut revenir à la toute base, quand la France, avec les Malgaches, sont arrivés sur le territoire, et très vite, il y a eu une vocation de faire une île vivrière, une île qui serait un garde-manger. Donc les terres les plus riches ont été prises pour la culture. Dans l'ouest, ça concernait donc surtout les hauts, parce que les bas de l'ouest, et on le voit encore, c'est des climats très rudes, avec des températures très chaudes, c'est des savanes, c'était des forêts semi-arides, des forêts arides, ce qui fait que la population dans l'ouest se trouvait plutôt dans les hauts. Donc plutôt éloigné de la mer, il y avait peu de liens avec la mer. Il faut attendre les années 1850 pour avoir ce qu'on appelle la mode des bains de mer. C'est notamment les familles créoles riches qui pouvaient aller à la mer, les quelques pêcheurs et les quelques éleveurs des bas pour profiter de roches noires notamment, et il paraîtrait que c'était très bénéfique aussi pour le paludisme. Ce qui fait que
le milieu marin était peu fréquenté à ce moment-là. Il faut attendre les années 1914 pour avoir une petite fréquentation, en tout cas une fréquentation plus importante de la mer avec les premières promotions touristiques où on propose d'aller à Saint-Gilles-les-Bains, dénominé comme ça depuis qu'il y a le train-train qui est mis en place et qui ressemblait à ça dans les années 1900. Il n'y avait pas de port. On voit la plage de Grand Fond en arrière et en premier plan, on voit le début de la place de l'Ermitage. On pouvait s'y balader, en tout cas le guide touristique nous proposait de s'y balader, de profiter de ces bains et de profiter même de l'étang de la Saline et de Saint-Gilles et de profiter également des ravines, des rivières, des cascades plutôt, Cormoran et Grette, et j'oublie toujours le nom de la troisième, mais ces fameuses cascades. Ce qui fait que là, on commence à avoir petit à petit de la fréquentation sur le milieu. Dans les années 1922, l'État décide de vendre ce qu'on appelle son pas géométrique, ou le pas du roi. C'est la fameuse bande entre le lest de mer et 50 mètres plus haut. C'est normalement une bande, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le conservatoire du littoral. Cette bande, normalement, appartient à l'État. En 1922, elle est décidée d'être vendue et elle est reprise par des propriétaires terriens. À cette époque, depuis le Cap Laousset jusqu'à la ravine La Saline, c'était sous propriété de deux grandes structures qui sont la sucrerie de Bourbon et le SA de Saint-Gilles-Léo, qui sont les héritiers de la période esclavagiste. Donc, tout naturellement, ils se sont réappropriés ces endroits-là. Ils les ont morcelés et les ont vendus aux plus offrants. Ce qui fait que, petit à petit, on voit des maisons se construire sur le littoral, dans des zones très proches de la mer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit encore des maisons dans ces zones-là, parce que c'est que dans les années 85, quand le conservatoire du littoral qui est arrivé, que c'est redevenu dans le bien commun de l'État, sauf que légalement, l'État n'avait pas le droit de les déloger parce qu'ils ont acquis leur propriété de manière tout à fait légale. Ce qui fait qu'il y a d'abord un développement urbain qui se met avec l'influence donc des propriétaires terriens, et la collectivité commence à s'y mettre dans les années 40 où ils font le premier pavillon balnéaire qui est à destination, en tout cas ils le construisent dans l'idée de le louer aux premiers hôteliers de la zone. Donc on a de nouveau des infrastructures qui commencent à grandir à droite à gauche, et cela va s'accélérer une fois que la Réunion va devenir département dans les années 46, où les infrastructures, notamment les financements, vont augmenter, donc les infrastructures vont de plus en plus se développer. En 63, c'est la route en corniche qui est terminée, la route du littoral, ce qui facilite la communication. Dans ces années-là, on a aussi la distribution de l'eau qui était réservée au milieu agricole, maintenant qui va être pouvoir à l'usage domestique. Ce n'est pas encore de l'eau potable, mais en tout cas, on peut s'en servir comme eau domestique. Ce qui fait qu'on arrive dans les années 70, ou petite illustration avant, de ce que c'était de type de lotissement qui pouvait être créé. Là, c'est le lotissement de Filao qui existe encore. Dans ces périodes-là, il y a tous les lotissements de Cap-Champagne, Armagnac, lotissement de Trois-Bassins, etc., qui se sont développés et qui a commencé à accueillir les premières populations de manière fixe et pas juste balnéaire comme avant. Dans les années 70, donc, on a tout qui est en place pour accueillir une population et un tourisme. On a donc des routes, on a donc un réseau d'eau qui est viable et des infrastructures qui peuvent aussi accueillir un tourisme. Coup du sort, en 73, Elvis Presley fait un concert magnifique à Hawaï. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le concert d'Elvis Presley a créé l'image de la carte postale, des îles paradisiaques, ces fameuses plages de sable blanc et désertes. Ce qui fait que le tourisme européen et états-unien ont été séduits par ces images et ont voulu aller découvrir justement ces territoires. Et par chance, la Réunion avait les infrastructures, en tout cas commençait à avoir les infrastructures nécessaires pour accueillir ce public. Le revers de la médaille, on le sent déjà, c'est que dans les années 70, les premiers scientifiques, les pionniers, Claude Bouchon notamment, signalent les premiers signes de dégradation du récif corallien. Il note une éponge qu'il n'avait jamais vue avant et qui affectionne justement, comme on le disait tout à l'heure, l'apport en une eau qui s'enrichit en matière. Donc, on a un dilemme avec une île qui s'est donc développée dans les hauts pour une agriculture dès le début. Dans les bas, ça s'est développé un peu plus tard et dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ça s'est urbanisé pour
un public plutôt de la classe haute et moins modeste et pour vocation touristique. Donc on passe à ce genre de bassin versant, comme on le disait, les hauts déjà mis sous terrain agricole, les bas très pauvres en termes d'urbanisation, jusqu'à aujourd'hui, 2022, où on est sur là, oui, je n'ai pas spécifié, on est Saint-Gilles-Hermitage. En haut, on voit Ravine-Saint-Gilles, Ravine-Hermitage. Ici, je prends l'exemple de cette zone, mais c'est pareil sur tout le littoral ouest. C'est le même constat. Ce qui fait que les scientifiques ont prévenu. Ils ont dit que justement le récif commençait à se dégrader. Depuis les années 70, ils ont prévenu que l'urbanisation, que l'usage des pratiques agricoles, que la pêche intensive allait détruire le récif, ou en tout cas pourrait détruire le récif. Or, le constat, on l'a vu juste avant, est là. On passe de 65% à 18%. Donc on peut se questionner sur comment les pouvoirs publics ont accueilli l'information des scientifiques. Et même, on peut pousser le vice, on peut se demander, mais comment les scientifiques ont partagé l'information au pouvoir public? Est-ce qu'ils l'ont bien fait? Est-ce qu'ils ont répondu aux questions qui étaient attendues? C'est ces deux choses-là qui seraient à explorer. Et comme je vous disais en intro, je vais plus vous poser des questions que vous apporter des éléments de réponse, parce que ces réponses, je ne les ai pas encore. Par contre, on a quelques éléments. Quand on regarde ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, les PLU, chaque commune en a un. Quand on regarde celui de Saint-Gilles, Saint-Leu, Étang-Salé, Saint-Pierre, dans ces documents, ils planifient. Ils disent, ici, on va urbaniser. Ici, on va mettre des terrains agricoles. Ici, on va mettre une activité touristique, etc., etc. Quand on regarde ces documents, il n'y a aucune considération des récifs coralliens. Pourtant, c'est le milieu réceptacle. Pourtant, quand il pleut et quand l'eau domestique est usée, elle doit parcourir tout ce bassin versant et elle doit finir quelque part. Si elle n'est pas gérée, si elle n'est pas réfléchie, elle finit dans le récif. Et comme on le disait tout à l'heure, s'il y a un apport de matière, de polluants ou autres, les coraux vont tout simplement mourir pour laisser la place à d'autres organismes. C'est pour ça qu'on a ces constats-là qui sont de... ma transition est mal faite. Mais c'est dans cette optique-là qu'on a aussi développé l'idée des cartes, parce que ça peut devenir un outil d'arbitrage, dans le sens où les pouvoirs publics proposent un aménagement, mais ils ne savent pas forcément l'impact que ça va avoir sur le récif. Donc le fait d'avoir fait un état initial en 2022, 2021, 2023, fait que maintenant, à chaque projet d'aménagement qui va avoir lieu, on va pouvoir quantifier, en tout cas on l'espère, on va pouvoir quantifier la perte ou le gain écologique que cet aménagement aura lieu. Si on regarde un petit peu ce qui est prévu pour La Réunion dans les documents, juste avant, quelques chiffres encore, c'est... Du coup, on a dit qu'on aurait plein de choses dans l'eau, et derrière, on peut en faire des indicateurs. Ici, vous avez le cumul du recouvrant corallien, des acroporas, de leur forme et de leur taille. Donc, on est encore à l'Ermitage de la Saline. C'est classé en 5 classes, de mauvais à très bon. Mauvais, on se souvient de la photo en haut à gauche et au niveau de la place de l'Ermitage, c'était le désert. Mais mauvais, ça veut dire ça. Le bleu, par contre, ça veut dire que c'est très, très bien structuré et c'est très, très fonctionnel. C'est ce qu'on trouve au niveau du sud et dans quelques zones sanctuaires. Ce qui fait qu'avec cette information, et on en a d'autres qu'on pourrait présenter, mais ici c'est la plus parlante, je pense, on peut se questionner sur un projet. Le PAPI, c'est le programme programme d'action de prévention des inondations. Donc c'est un document cadre qui est absolument essentiel parce que c'est pour la sécurité humaine, c'est pour nous, c'est pour éviter de finir les pieds dans l'eau quand il y a à chaque fois des fortes pluies. Donc c'est des documents d'importance capitale. Il propose pour l'Ermitage de la Saline de réhabiliter une ancienne ravine qui est éteinte depuis on ne sait pas quand, mais en tout cas, elle n'a pas coulé depuis des lustres. C'est la fameuse ravine Joyeuse, qui se trouve au niveau de l'hôtel Récif, au niveau des balançoires. Cette ravine, ils veulent la faire tomber directement dans le récif. On l'a vu juste avant avec les modèles, les ravines ont un impact, ou en tout cas semblent avoir un impact très important sur le récif. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une nouveauté. Pourtant, la volonté, c'est de créer un nouveau déversoir dans le récif. Bien entendu, tous les pouvoirs publics n'ont pas encore les résultats que je vous présente. Par contre, ce qui sera intéressant de discuter avec eux, c'est qu'à l'endroit où ils vont rejeter, c'est un récif qui est entièrement dégradé. On pourrait se dire, pas grave, il n'y a pas d'enjeu, ils sont morts les coraux. Oui, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, si les coraux sont morts, la barrière, elle arrête de construire. Et si elle arrête de construire, elle va même se
déconstruire avec certains organismes qui vont venir la grignoter. Et le fait de rajouter de l'eau douce, ça ne va pas aider. Donc la population qui se trouve au niveau de la plage des Brisants, l'Ermitage, vont être beaucoup plus impactées par les fortes houles. Donc là, on est face à une confrontation. D'un côté, c'est très vertueux parce que le projet PAPI veut protéger contre les inondations, mais de l'autre côté, il rend la population vulnérable aux fortes houles. Du coup, là, il y a un dilemme à répondre. Et je n'ai pas les éléments de réponse, en tout cas, ça apporte des éléments de question pour tout le monde. Si on continue à regarder ce qui est proposé dans le PAPI, ici, on est au niveau de la passe de l'Ermitage, l'embouchure de la ravine Ermitage. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien cette zone, entre l'Ermitage et la Saline, il y a un petit pont. Et quand on regarde direction les montagnes, on a cette vue, qui est plutôt sympa, c'est tout végétalisé, il y a le petit de les rivières. Bien entendu, les botanistes diront c'est que des espèces exotiques envahissantes, c'est pas bien. C'est discutable, c'est en partie clairement vrai, mais le projet PAPI veut transformer ce paysage en une dalle béton, tout bétonné, comme à Saint-Denis, les fameuses ravines remplies de béton. Ce qui fait que, sans surprise, quand il y aura des pluies, certes, ça va assumer les crues centennales, c'est-à-dire les très fortes pluies qui arrivent tous les 100 ans. Par contre, ça va directement aller se déverser avec des quantités beaucoup plus importantes dans le récif. Pourtant, il y a d'autres alternatives qui existent. Il y a des projets en cours qui pourtant recherchent là-dedans. Il y a le projet Végétali qui est porté justement encore par l'association Arbre, qui cherche à développer ce qu'on appelle le génie végétal. Les experts en la question sauraient beaucoup mieux en parler que moi, mais de ce que j'en comprends, c'est d'utiliser les connaissances sur le système racinaire de certains végétaux pour les mettre en berge de ravine ou dans le lit de la rivière, accompagnés de structures bois ou, quand il faut, de structures béton, pour que, quand il y a des fortes pluies, la berge de ravine et le lit de la rivière soient structurés, restent solides et ne soient pas emportés par la pluie. Donc il y a des méthodes qui existent autres que du béton. Encore faut-il une volonté politique de développer ces approches, de financer ces approches à la hauteur des besoins que cela a. Si on continue, et on va faire autre chose que broyer du noir un petit peu, en effet, il y a quelque chose qui peut être intéressant. C'est ce qui va se passer au niveau de la ravine Trois-Bassins. Ici, on voit qu'il y a plusieurs ravines qui tombent dans le récif, directement, au niveau de la Bodega, Choca Bleu. Le projet PAPI compte dévier ces ravines au niveau du Trois-Bassins. Comme on l'a vu, la ravine Trois-Bassins, elle a l'air de peu couler, ou en tout cas très vite aller dans l'océan. Donc, potentiellement, ça permettrait que les ravines-là arrêtent de déverser et, quitte du hasard ou pas, juste au droit de ces ravines, c'est tout rouge, c'est tout dégradé. Et si on prend une photo de cet endroit, ça ressemble à ça. On a des algues rouges, et le vert, ce n'est pas des algues, c'est des cyanobactéries. C'est deux organismes qui montrent bien que c'est littéralement dégueulasse, que l'eau est très très polluée. Et donc, avec ces outils, on pourrait, aussi bien pour Ravine Joyeuse, pour la passe de l'Ermitage, que cet endroit, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, refaire la même information et voir les impacts de ces infrastructures, voir l'impact de ces décisions, d'avoir un outil d'arbitrage pour dire et pour communiquer au pouvoir public, voilà les conséquences bénéfiques ou négatives de vos décisions. On peut continuer un peu encore, on prend Saint-Pierre. Du coup, la même information, la structure, et comme on disait, Saint-Pierre, ça se porte mieux, du coup, il y a beaucoup plus de bleu. Saint-Pierre, c'est intéressant. Ils ont fait des choses assez intelligentes parce qu'ils ont eu beaucoup d'urbanisation à faire, mais ils ont réfléchi à comment gérer leur eau. Ici, il y a plein de choses, mais on peut regarder les traits bleu turquoise. C'est littéralement des parapluies. Quand il pleut, la pluie va tomber au niveau de ces parapluies et aller glisser d'un côté ravine blanche, de l'autre côté rivière d'abord. En plus, Saint-Pierre, il se tape toute la pluie du tampon aussi. Ce qui fait qu'il y a 2 villes à dévaler avant de retomber dans l'océan. Donc, ça tombe directement dans l'océan. Ce n'est pas l'idéal, en effet, les pollutions restent dans l'océan, mais c'est toujours mieux que dans le récif. Il y a des choses encore à améliorer, mais c'est déjà des pistes intéressantes. Par contre, Saint-Pierre n'est pas tout verte non plus. Il y a certains endroits qu'on a identifiés, on peut ici les voir tout rouges. Parce qu'en effet, c'est des zones où l'eau va quand même, quand il y a des fortes pluies, ruisseler, tomber, circuler dans toute la ville et même rencontrer les eaux usées. Parce qu'en effet, en discutant avec la Civis et les services techniques hydrauliques de Saint-Pierre,
on a pu discuter et se dire, en effet, il y a des fuites dans le réseau d'assainissement collectif, et donc les eaux de pluie se mélangent aux eaux usées et finissent dans le lagon. C'est un déconseil littéral de se baigner à l'embouchure de ces deux flèches qu'on appelle Bora Bora Petite Sirène, ou pourtant des noms très sexy, mais des qualités de l'eau très médiocres, et donc un écosystème qui en pâtit. Mais ce qui va être intéressant, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait figurer ici, c'est que depuis peu, ils ont mis un autre barreau hydraulique un petit peu plus bas. Donc on pourra voir si ce barreau hydraulique a eu un impact positif sur la biodiversité de l'endroit, sur le récif corallien. On continue avec les différents projets qu'il va avoir au niveau du territoire ouest. Il y a le projet Cœur d'Éden. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, en tout cas vous connaissez de nom sûrement le Jardin Éden qui se passe à l'Ermitage. C'est un projet qui est tenu par CBO Territorial, anciennement Sucrerie de Bourbon. Du coup, on peut se questionner sur encore l'héritage du colonialisme et de la période esclavagiste, sur comment les terres ont été héritées. Et ils ont un projet de développer 30 hectares, dans laquelle 23 hectares seront bétumés. Et actuellement, c'est de la friche, et ils vont tout défricher pour accueillir différents pavillons, et notamment pour accueillir notamment du tourisme. Ce qui fait que c'est questionnable. Est-ce qu'il y a vraiment besoin et quel impact aura sur le récif? Ça, on pourra le quantifier. En tout cas, on l'espère qu'on pourra le quantifier. On peut prendre d'autres exemples. Maison de la Mer, qui se passe au niveau de Port-Saint-Leu. C'est un grand bâtiment, 9 mètres de haut sur 400 mètres carrés, dans lequel il va avoir quelques espaces pour le carénage des bateaux, parce que c'est un besoin, mais surtout des activités économiques privées. Donc, ah mince, je suis allé un peu trop vite. Je voulais d'abord vous parler de la ravine du Cap, qui, elle, crée beaucoup de coulées de boue et qui a déjà un gros travail à faire sur cette ravine-là et qui mériterait des aménagements particuliers, notamment, pourquoi pas essayer le génie végétal pour limiter ces coulées de boue. Donc la Maison de la Mer qui se trouve aussi au niveau de Port-Saint-Leu. Et même après une discussion avec le maire de Saint-Leu, entre un expert botanique et un expert en milieu récifal, pour lui expliquer l'impact que ça ira sur le récif. D'autant plus que sur la carte, on voit qu'à proximité, c'est le seul endroit en très bonne santé qui se trouve à Saint-Leu. Donc juste à côté du projet de construction, c'est le seul endroit qui se porte encore bien sur Saint-Leu. Donc ça serait dommage. En tout cas, le message n'est pas passé, le projet continue à se développer. Si on prend Manapani, pareil, il y a tout un projet, bon, c'est hors zone, mais quand même, la dynamique est la même. C'est un hôtel, Manapani Bay, qui privatise des terres, qui remet du béton, avec du parking, avec un agrandissement des bordures de route, etc., etc. Et pour finir là-dessus, Grand'Anse, on a un bassin. Je ne sais pas si vous êtes déjà baigné dans ce bassin, mais il est magnifique. En tout cas, moi, je le trouve magnifique. Il y a une biodiversité corallienne assez importante. Et même en termes de poissons, personnellement, j'ai trouvé 2 espèces que je n'avais jamais trouvées avant. C'est un bassin qui est certes artificiel. Ceux qui l'ont fait et celles qui l'ont fait l'ont très bien pensé. La vague peut rentrer de manière temporelle dans le bassin, ce qui renouvelle l'eau, qui l'oxygène, qui ramène les larves à l'intérieur et qui favorise cette biodiversité. Donc, c'est dommage de vouloir faire un deuxième bassin, en tout cas agrandir ce bassin, le doubler de volume, en faire une barrière beaucoup plus imposante qui empêchera la vague de rentrer dans le bassin, de creuser littéralement à la pelleteuse dedans un platier de 1,50 m de fond pour, comme il a été dit, vendu, pour que les marmailles aient un espace pour apprendre à nager. Ce qui est, somme toute, une ambition très honorable, mais pour cela, il y a des piscines municipales qui existent déjà. D'autant plus, on se souvient de l'information du début, Grand'Anse, on peut le qualifier comme étant l'état de référence par rapport à l'état de santé des années 2000 ou des années 80. Donc, si on détruit cet endroit, c'est détruire le passé de la Réunion, le passé des récifs coralliens d'une certaine manière. Ici, il y a un gros enjeu, la décision du dossier n'est pas encore prise à 100%, la DIAL n'a pas encore statué, donc il y a encore un petit espoir que ça soit refusé. Tout ça, ce qui fait qu'on est passé, je l'espère, d'un état d'émerveillement où on a compris que les récifs coralliens, c'était des choses toutes petites, mais aussi des choses gigantesques qui protégeaient toute une biodiversité, aussi bien humaine que non humaine. Malheureusement, on est tombé un petit peu dans l'obscur en se disant que la chute était assez drastique. Mais on a des éléments de compréhension pour se dire, en effet, c'est une évolution du territoire qui en est la responsabilité et qu'on peut
changer les choses, si les décisions politiques, si on fait changer la tendance, qui est actuellement basée sur un paradigme qui est le développement économique basé sur le tourisme. Mais paradoxalement, c'est le serpent qui se mord la queue si on réfléchit bien. Parce que toutes les infrastructures qui sont développées pour le tourisme dégradent le récif, et en même temps, ce récif attire le tourisme. Du coup, on se trouve dans une situation à la Maurice où ils ont tout misé sur le récif corallien et leur développement touristique, et aujourd'hui, ils se retrouvent avec un récif corallien tout dégradé. Donc, la Réunion, il faut qu'on se change de direction pour réussir à éviter la même situation, littéralement. Et pour cela, il faut changer de paradigme du coup par rapport au tourisme. Et aussi, il faut réfléchir, ou en tout cas se questionner sur justement le passé colonial qu'on a eu, le passé, les propriétaires terriens qui occupent encore certaines zones et qui décident de ce qu'on peut faire de cet espace. Et je vais m'arrêter là-dessus sur une citation de Malcolm Ferdinand, d'un très bon bouquin, L'écologie décoloniale. Et je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup pour cette conférence et cette présentation aussi détaillée. Alors vite, première question pour amorcer nos échanges. Vous n'avez pas parlé, bonsoir d'abord et merci pour cette conférence. Vous n'avez pas parlé de l'importance de l'alimentation des fours à chaud en corail. Est-ce que ça a été vraiment préjudiciable ou pas ? C'est une bonne question. Je sais qu'il y a eu des études faites dessus. Je ne les ai pas encore lues. Mais en effet, ça s'est arrêté. Il y a des gens qui pourront me corriger dans la salle, mais dans les années 63 ou 68. 63, plus tard ? Celle de Saint-Leu plus tard. Et il y a une étude qui a quantifié la chose. Du coup, ça sera intéressant de la lire. Je ne l'ai pas encore lu, en effet, mais il y a eu un impact certain de l'extraction de calcaire, de colonies coralliennes dans le récif direct. Donc oui, il y a eu un effet, mais quantifié dans quelle mesure, je ne saurais pas vous répondre là. Une autre question ou un témoignage ? Bonjour. Vous n'avez pas parlé du basculement de l'eau, parce qu'à partir du moment où il y a eu le basculement de l'eau, l'eau n'a jamais été aussi claire. Elle est toujours un peu trouble. En effet, et je peux t'en donner une perche aussi, je n'ai pas parlé du réchauffement climatique et des prévisions. Et ça peut être une question aussi à poser. Mais le basculement des eaux, ça s'est terminé en 2014, en effet, à peu près. Et il y a des réseaux de surveillance à La Réunion où tous les ans, ils vont sur des stations et regardent une information ils prennent des informations beaucoup plus précises que nous on prend, sur moins d'espace, mais par contre, c'est beaucoup plus précis. Et on observe sur toutes les stations qu'en 2014, il y a une chute drastique du recouvrement corallien et une augmentation du recouvrement algal. Bon, c'est difficile à le corréler à 100% au basculement des eaux parce que cette année, il y a eu aussi des fortes marées basses. Mais ce qui est sûr, c'est que changer le système hydrique, ramener de l'eau douce qui coule sur le bassin versant et qui finit dans le lagon, ça va avoir un impact. Rien que si le bassin versant était super clean, ça fait que l'eau douce revient dans de l'eau salée, ça augmente, ça baisse la salinité à certains endroits. Ce qui fait que rien que ça pourrait le dégrader. Et en plus de ça, on sait très bien, on l'a pu le voir, que le bassin versant n'est pas forcément aussi vertueux que ça. Il y a des polluants, il y a de l'urbanisation, et donc ça a un impact réel sur le récif. Oui, on a une question ici. Oui, merci pour la présentation. Tu parlais un peu de tout ce qui était nitrate, nitrite, phosphate et autres surprises dans l'eau des lagons. On imagine que ça vient quand même de l'agriculture principalement. Quel rôle tu vois dans les travaux que vous menez pour la discussion qui concerne l'agriculture assez intensive de la canne à sucre à La Réunion et revisiter tout ce modèle ? Ça, c'est une grosse question qui mérite aussi d'être explorée à travers l'approche sciences politiques, sciences sociales, de voir justement les éléments de blocage. Pourquoi on n'arrive pas à diminuer la surface en canne ? La canne, c'est plus de 70% des terres agricoles. Je ne l'ai pas précisé, mais les bassins versants sont de toute la côte ouest et même sûrement de l'est et du sud. C'est une majorité de canne et la forêt qui pourrait être dite native, ça représente moins de 5% du bassin versant. Donc une grande partie occupée par la canne. Et notre étude, elle actuellement, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'éléments de réponse pour discriminer ce qui est de l'urbain
de ce qui est de l'agricole. Par contre, il y a une étude qui est sortie il y a 2 jours. J'ai un collègue, Mathieu Pinault, qui m'a fait un résumé de certains graphiques cet après-midi même, une demi-heure avant de partir. Du coup, j'ai 2-3 éléments de réponse, mais s'il veut prendre la parole, il peut clairement. Et il semblerait que, notamment au niveau de la ravine Hermitage, c'est une majorité de pesticides qu'on retrouve dans l'eau, et donc en effet une origine agricole et pas urbaine. Sur les autres ravines, il faudrait explorer un petit peu plus les résultats pour avoir une réponse plus étoffée. Mais ce rapport, on peut le demander à l'ADL, il est accessible et on peut le consulter en toute bonne logique. Oui, merci, c'était passionnant, vous êtes très doué. Je suis scotchée. Oui, je pensais à une chose. Vous savez, je ne sais pas si vous étiez à La Réunion déjà, il y a environ 10 ans, il me semble que c'était la 2e fois que ça se produisait, des nappes de poissons de lagon morts sur la plage. Est-ce que nous connaissons les raisons? Est-ce qu'il y a eu des études? Parce que si ça a tué les poissons, ça peut très bien détruire le corail. C'est un très bon raisonnement, en effet. J'ai malheureusement pas les éléments de réponse, mais je sais qu'ici, il y a des experts sur les poissons. Du coup, s'ils veulent prendre la parole pour répondre à cette question, libre à vous pour la question. Ouais. J'arrive. Merci, bonsoir. À l'époque, c'est l'épisode aussi qui avait été remarqué dans le lagon, c'était des ciliés qui avaient été identifiés, donc c'est des bactéries qui avaient occasionné une maladie qui a fait mourir pas mal de poissons. Et entre-temps, il y a une thèse qui a été faite par Mathieu Serret sur les maladies coralliennes. Ce n'est pas les mêmes procédés de contamination. Il y en a pas mal qui sont sur les coraux, qui sont des virus. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et on sait maintenant que cet aspect a été négligé pendant des années et qu'il a sûrement un rôle très important dans l'état de dégradation actuel, justement parce qu'on voit quand même une certaine corrélation entre la prolifération de certaines maladies, que ce soit aussi bien sur les coraux que sur la naissance de maladies au niveau de la faune mobile, qui naît au niveau de certaines sorties de ravines qui sont connues pour être très anthropisées. Et là, récemment, il y a eu encore une épisode aussi assez importante sur les oursins, notamment sur Echinotrix, un genre d'oursin qui a occasionné une grande mortalité. Et probablement, c'est encore un cilié. On ne sait pas exactement quel est le mode de transmission vers l'animal, mais on subodore quand même au moins une favorisation du processus de transmission par la présence de l'humain et la dégradation de la qualité de l'eau. Et pour donner de l'ampleur encore à ce qui vient d'être dit sur l'épisodie, sur la maladie des oursins, on a pu quantifier, cette étude a été faite avant la maladie, du coup on a pu quantifier les oursins qui sont concernés, c'était à peu près 1800 sur tout le récif de l'Hermitage de la Saline. On a refait du terrain il y a quelques mois, sur la même zone, l'Hermitage de la Saline, et on en a trouvé 4. On passe de 1800 à 4. Donc, un épisode de maladie, de contagion, ça peut être vraiment drastique sur la mortalité de certains organismes. Bonsoir, c'était fort intéressant. Il y a quand même un truc qui me choque, c'est qu'on est passé de 65% de recouvrement à 48%, et là on est à 18%. Vous parlez de problèmes d'urbanisation et de choses comme ça qu'il faut essayer de limiter. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il faut quand même pas être dingue et se dire que même si on limite l'urbanisation, même si on restait à ce niveau-là, est-ce qu'on espère que la courbe va s'inverser? Parce que là, on fait que descendre, ok, on va limiter, mais malgré tout, même en limitant, on se dit bien que la courbe va continuer à descendre. Est-ce qu'on a un espoir que des fois ça remonte? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs manières d'y répondre. Alors, en fonction si on est pessimiste et optimiste ou essayer d'être le plus neutre avec des informations scientifiques. Parce qu'en effet, en tout cas, j'ai volontairement parlé que du bassin versant sur les impacts. Mais il y a aussi la fréquentation humaine, il y a aussi la pêche et il y a surtout le réchauffement climatique. J'en profite, elles sont juste là.
Si on a une augmentation de la température de l'atmosphère supérieure à 2 degrés, selon le rapport du GIEC, c'est un scénario qui, d'ici 2040, sera réalisé. Les 2 scénarios les plus optimistes sont plus possibles parce qu'ils avaient prédit 3 ans pour changer les choses. Les 3 ans sont passés. Donc, les scénarios les moins optimistes sont maintenant les scénarios les plus optimistes, entre guillemets. Ici, on a un graphique du rapport du GIEC où on peut regarder juste cette courbe-là. C'est les coraux d'eau chaude. Donc, c'est les coraux qui nous concernent. La bande grise, c'est le niveau actuel du réchauffement climatique. On est déjà à 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Les bandes de couleur, c'est la vulnérabilité. Quand on arrive dans le violet, c'est la disparition de l'écosystème. Ce qui veut dire que d'après les prévisions du rapport du GIEC, si on a une augmentation de 2 degrés, c'est 99% des récifs coralliens du monde qui disparaissent. Donc ouais, on peut se questionner sur l'utilité de batailler sur les pouvoirs publics et dire mais il faut changer les choses, il faut arrêter ce schéma pour sauver les coraux et se dire à quoi bon. Mais on peut mitiger ces informations parce qu'en effet, comme on l'a dit, actuellement les récifs coralliens sont suivis avec des stations, avec peu de stations mine de rien sur toute la surface disponible des récifs coralliens. Ce qui fait que notre information et notre connaissance des récifs coralliens est très éparse. Elle est très localisée sur des endroits précis. On n'a pas une vision paysagère des récifs coralliens, ou alors peu. On peut l'avoir, mais en tout cas pas de manière quantifiée. Ce qui fait que ces modèles basés sur les chiffres de ces stations peuvent être discutés, peuvent être remis en question. Bien entendu, on ne va pas faire que la courbe va être tout blanche et qu'il ne va rien se passer. Il y aura des impacts. Mais est-ce que des impacts aussi forts qui sont prédits, ça peut se questionner. D'autant plus qu'il y a des coraux qui ont été retrouvés aussi dans des zones troubles, dans des écosystèmes où on ne les attendait pas du tout, et qui donc se sont adaptés à différents écosystèmes. Et cela inspire beaucoup de scientifiques, ça se passe beaucoup dans les pays anglo-saxons et en Polynésie, c'est ce qu'on appelle la recherche du supracorail. Il y a des chercheurs et chercheuses qui cherchent des coraux dans des situations environnementales un petit peu compliquées et veulent voir s'ils survivent à une augmentation de la température de l'eau. Et de préserver ce patrimoine génétique pour le répliquer, comme ça, ces coraux-là vont pouvoir tolérer des températures plus importantes. Donc bien entendu, c'est des compromis à faire, on peut se questionner sur ce genre de méthode, mais en tout cas, à l'heure actuelle, face au changement climatique, à ma connaissance aussi, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Ce qui fait que oui, et ce qu'il y a à rajouter aussi dans l'argumentaire, c'est qu'actuellement, la dégradation des récifs coralliens, c'est une étude qui a été menée en 2019 sur beaucoup de récifs dans le monde entier, c'est estimé que les bassins versants sont responsables de 60% de la dégradation des récifs coralliens. Donc, c'est plus de la moitié dont la responsabilité sont les bassins versants. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en effet, le changement climatique, c'est difficile, nous, à notre échelle, localement, de le combattre. Donc, le cheval de bataille, c'est les bassins versants, parce qu'ils ont une responsabilité avérée, parce qu'on peut faire changer les politiques locales, on peut faire changer, nous, en tant que citoyens, citoyennes, les directions de notre territoire, et gardons espoir en quelque manière sur la résilience des écosystèmes et sur les recherches en cours pour qu'il y ait encore des récifs coralliens qui survivent au réchauffement climatique. Je ne sais pas si elle est entièrement claire, ma réponse, mais voilà. Oui. Merci. Est-ce que le bouturage des coraux est une solution à envisager ? C'est un grand débat à La Réunion. Il y a une association qui fait du bouturage corallien, un petit peu. Il y a 2 structures métalliques qui se trouvent au niveau de l'Ermitage et des Temps Salés. C'est pas forcément bien accueilli à La Réunion. C'est pas forcément très sexy parce qu'en effet, et l'argument est intéressant, c'est que les eaux sont polluées. Du coup, à quoi bon faire du bouturage corallien si l'eau est polluée ? Par contre, ça serait intéressant d'explorer un petit peu plus cet argument. Est-ce que l'eau elle est polluée de manière partout et de manière homogène sur tout le territoire, ou est-ce qu'il y a des endroits qui sont moins pollués ? Est-ce qu'il y a des habitats récifaux qui sont plus propices à recevoir le bouturage corallien ? Est-ce qu'il y a des espèces coralliennes qui sont plus résistantes à ces types de pollution ? Et toutes ces questions-là, ça serait intéressant de les développer pour en effet trouver l'endroit idéal, trouver les espèces ou la communauté d'espèces idéale pour faire du bouturage corallien ou de la transplantation corallienne ou toutes ces méthodes-là pour faire de la restauration écologique dans le milieu. Ce sont des méthodes, mais c'est des méthodes, si on doit les appliquer, qui doivent être
directement couplé à des méthodes qu'on appelle de restauration passive, c'est-à-dire justement de gérer le bassin versant. Parce qu'en effet, si on ne protège pas le bassin versant, ben, tout ça, ça va, entre guillemets, servir à rien, ou en tout cas, l'impact va être limité. Est-ce que, à ce stade de vos travaux, vous avez des préconisations à donner sur des axes de sensibilisation envers les pouvoirs publics, les décideurs, les acteurs économiques? Vous en avez parlé? On n'a pas encore statué sur des choses bien précises, mais il y a des éléments de réponse qui se dessinent. On peut déjà re-questionner la manière dont à La Réunion on fait de l'agriculture, dont la manière, rien que des pratiques assez évidentes mais très contraignantes pour les agriculteurs, la manière dont sont faits les sillons, par exemple pour, je prends un exemple au pif, mais les ananas, on va les mettre sur le sens de la pente, ce qui fait quand il pleut, toute la terre va être lessivée en même temps, alors que si on imaginait des choses verticales, la terre elle serait beaucoup plus retenue. On peut conseiller au pouvoir public justement de favoriser du génie végétal, comme on disait, par rapport au génie civil, avec du béton tout partout. La question de faire un développement économique basé sur le tourisme mérite aussi d'être questionnée. Je ne dis absolument pas qu'il faut enlever le tourisme de La Réunion, mais par contre, la manière dont il est fait peut être questionnée et de sensibiliser justement les pouvoirs publics sur les infrastructures qui sont faites pour accueillir ce public va d'une certaine manière dégrader le récif. Du coup, dans quelle manière équilibrer un développement économique et une préservation des récifs? En fin de compte, c'est toutes les grandes questions que se pose le développement durable à la base du développement durable quand ça a été mis en place sur justement équilibrer ces trois grandes sphères. Fait que je n'ai pas de réponse bien claire à apporter pour le moment, mais on espère que d'ici 1-2 ans, on aura des choses très concrètes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on espère que ces outils cartographiques soient un outil d'aide à la décision, un outil d'arbitrage qui permettent de montrer au pouvoir public, sans aucune hésitation, que les impacts peuvent être négatifs ou positifs. Et ce qu'on envisage également de faire, c'est, dans l'idéal, c'est de prédire. Une fois qu'on aura compris le système, et notamment des impacts, c'est, par exemple, on prenait Cœur d'Éden, là, par exemple, ou n'importe quoi, n'importe quel projet qu'il pourrait avoir. On va connaître la modification du réseau hydrique. On va connaître la quantité de polluants qui pourraient être ajoutés dans le milieu. Du coup, si on fait des modèles, on pourra prédire la dégradation que ça a sur le récif, le localiser et le quantifier. Et donc, apporter au pouvoir public un document en disant ce projet, il y aura ça comme dégradation, ou pas. Et après, le pouvoir public aura libre cours d'apprendre sa décision en fonction des éléments qui lui seront apportés. Ça, on n'y est pas encore, mais on y tend en tout cas. Dans vos explications, là, il y a eu certaines réponses par rapport à la question que je voulais poser, mais je reviens sur le projet là, par rapport à Manapani. Donc il y a eu une mobilisation assez importante des citoyens. Je voulais savoir où c'en était un peu. Bon, à un moment donné, je m'y suis intéressée, etc. Et voilà, à entendre tout ça, etc. Alors voilà, il y a à titre individuel, on peut faire des choses. En fait, nous, en tant que citoyens, c'est d'aller vers les pouvoirs publics, parce que vous êtes donc l'apport, je dirais, scientifique, etc. Nous, à titre individuel, en tant que citoyens, en fait, c'est se mobiliser contre, par exemple, l'explication que vous donniez tout à l'heure, tout bétonner, là, cette ravine, là, j'ai oublié le nom, etc. Parce que si les pouvoirs publics ne veulent pas entendre, ou en fait ils prennent des demi-mesures, voire aucune mesure, par rapport à des gens qui font un travail de recherche avec des tableaux, etc. Là, nous, ça nous semble extrêmement clair. Voilà, merci beaucoup, parce que je trouve que vous avez été très clair et on comprend très bien le cheminement, etc. Pour rester dans l'optimiste d'un avenir, c'est en fait, nous, à titre individuel, mais surtout aussi collectif, en fait. Moi, c'est une des solutions que je vois depuis des années, dans lesquelles je m'implique un petit peu, pas assez, sûrement. Mais voilà, je ne sais pas si c'est des suggestions et des questions.
Il y a beaucoup d'éléments de réflexion dans ces suggestions. Je rajouterai des éléments là-dedans, d'ailleurs, en prenant un exemple. Les algues vertes en Bretagne. Depuis les années 90, il y a des algues vertes en Bretagne qui prolifèrent. Et il y a des mortalités humaines et animales qui ont été notées. Depuis les années 2000, il y a des enquêtes scientifiques qui ont été menées. C'est identifié, c'est l'élevage porcin qui amène du nitrate dans le bassin versant, qui finit dans l'océan et qui fait des marées d'algues vertes et qui ravage complètement l'écosystème. Tout ça, c'est connu depuis plus de 10 ans, 20 ans. Il y a une très belle BD d'ailleurs qui traite du sujet, les algues vertes. Et pourtant, les pouvoirs publics ne font rien. Il n'y a aucune mobilisation faite par eux parce qu'en effet, c'est les lobbies de l'élevage porcin qui sont très forts. Donc on peut se questionner sur l'intérêt de la science face à certains pouvoirs, un rapport de force. Et là-dedans, je n'aurai pas beaucoup d'autres éléments de réflexion que ceux que vous avez apportés, si ce n'est qu'en effet, il faut qu'on agisse individuellement, mais aussi collectivement. Rien que déjà, nous, en tant que citoyens, citoyennes, de se réapproprier la sphère politique, et pas, je ne parle pas des politiciens, je parle de la sphère politique qui est de notre quartier, de s'intéresser à ce qui se passe de nous. La Maison de la Mer, il y a eu un avis d'enquête qui a été fait. Bon, elle n'a pas été diffusée comme elle a dû être, mais il y a eu 11 personnes qui ont répondu. Ce qui fait que la population n'y a pas répondu. Bon, après, en parallèle, il y a eu une pétition qui a été faite et il y a plus de 4000 personnes qui l'ont signée contre le projet. Donc on voit bien qu'il y a une mobilisation qui peut se créer. Mais en effet, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'à une échelle locale, c'est d'autant plus intéressant de s'organiser pour lutter d'une certaine manière contre des décisions où les citoyens et citoyennes ne sont pas d'accord, tout simplement. Parce que c'est l'endroit où on vit, nous, ou l'endroit où on échange, l'endroit où on grandit, on se reproduit avec des enfants, on passe notre vie, on passe notre bonheur. Et le voir modifié, le voir perturbé par des décisions qui ne nous appartiennent pas, c'est assez triste. Donc l'intérêt de récupérer la sphère politique à une échelle locale, c'est une chose, je pense en tout cas personnellement, c'est discutable, à développer en effet. Oui, bonsoir. Moi, je me posais une question et je me disais que les pouvoirs politiques sont quand même confrontés à un dilemme parce que avec la croissance démographique à La Réunion et l'urbanisation qui se poursuit à un rythme accéléré, comment faire pour pouvoir aménager le territoire de manière à pouvoir loger décemment toute cette population et d'un autre côté préserver donc toute la nature parce qu'on parle des récifs coralliens, mais on pourrait évoquer aussi le défrichage important qui a lieu intensif sur les forêts et les forêts primaires qui sont amenées à disparaître petit à petit. Donc moi je dis que c'est plutôt un constat alarmant. Tout à fait. Et c'est vrai que là, moi c'est ma spécialité, c'est les récifs coralliens, mais il y aura un spécialiste sur les oiseaux, sur les tortues, sur les baleines, sur les forêts, sur les orchidées, vous direz la même chose. Les constats sont à chaque fois dramatiques. Et en effet, les pouvoirs publics sont confrontés à une situation où, en tout cas, j'aimerais pas être à leur place. En effet, c'est des questionnements sans fin. Bruno Latour, un des philosophes qui est récemment mort, disait que notre époque avait la chance d'être confrontée, entre guillemets, il était un peu, je ne sais plus quel terme utiliser, mais il était un peu ironique là-dedans, la chance d'être confronté à des tels problèmes que chaque question va nécessiter des réflexions monstres. Parce qu'en effet, on n'aura jamais une réponse idéale. Toutefois, on peut se questionner sur est-ce qu'on a vraiment besoin de développer, face à des questions de logement, avec à La Réunion une grande partie de la population qui est défavorisée, est-ce qu'on a besoin de développer des lotissements, toutes des résidences comme Cœur d'Éden, là, qui va accueillir un public qui est d'une classe beaucoup plus aisée, qui n'est en fin de compte même pas actuellement sur le territoire. C'est clairement un appel pour que l'extérieur vienne sur le territoire. En plus de ça, un autre élément de réponse, c'est que les projets d'aménagement, ces grands documents, comme on disait, là, le plan local d'urbanisme, il y a aussi le schéma d'aménagement régional, sont basés sur des prévisions qui datent, là il faudrait revoir le chiffre, mais je crois d'à peu près des années 2000-2010, la prévision démographique. On avait estimé à cette époque, en tout cas il a été estimé à cette époque, que maintenant on dépasserait le 1 million d'habitants. Ce qui fait que les documents ont été faits dans l'idée d'accueillir cette population. Sauf qu'elle a été vue qu'en fait la population elle tend difficilement vers le million. En tout cas là elle commence à prendre une tangente et pas aller aussi rapidement.
on reste bloqué sur ces modèles, alors qu'il serait intéressant de les refaire pour voir comment la croissance démographique de la Réunion devrait évoluer et d'adapter les documents d'aménagement en fonction de ça. Il y a sûrement plein d'autres éléments de réponse à apporter, mais je ne les ai pas tous en tête. Oui, moi j'aurais c'est pas une question, mais un complément peut-être. Les ravines, elles apportent des nitrates, des phosphates, etc., mais aussi des sédiments, des particules qui risquent d'empêcher les coraux de vivre, puisqu'ils vont être recouverts de boue. Et je pense qu'il est très important justement de limiter le défrichement et d'encourager les plantations au niveau des berges des ravines. Tout à fait d'accord. Et l'exemple de la ravine du Cap à Saint-Leu est un exemple très parlant parce que depuis là, en 2016, en 2018, même là avec les derniers cyclones, il y a eu des coulées de boue et ça ravage un récif. C'est littéralement une grande casquette qui va se mettre sur tout le récif. Sauf que, comme on l'a vu, 80% de la nourriture des coraux, en tout cas de leur énergie, est due à la photosynthèse qui vient du soleil. Du coup, si vous lui mettez une grande casquette dessus, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de nourriture. Et ça, pendant des semaines. Ce qui fait qu'in fine, le récif, les coraux vont mourir, en effet. Oui, bonsoir. Merci pour cette intervention qui donne une lecture actualisée de la situation réunionnaise. J'avais deux questions. La première, est-ce que la zone envisageable, je ne sais pas si ça peut être une hypothèse d'étude, l'apparition de zones refuges ailleurs que ouest et sud, comme essentiellement étudiées. Je pense dans des secteurs, j'y connais rien en milieu récifal, hein, mais dans le secteur un peu moins impacté, genre la baie de la Possession, ou même des zones plus à l'est, où on verrait des communautés de récifs qui émergeraient, qui se développeraient, parce que moins impactés. Première question. Deuxième question, c'est plus d'ordre, on va dire, réglementaire. Alors j'ai compris dans votre intervention que les PLU ne mentionnent pas les récifs coralliens en termes de gestion. Ma question elle est la suivante, c'est est-ce que finalement les décideurs ne se réfugient pas derrière cette lacune réglementaire de dire les PLU ça concerne en gros les milieux terrestres, les récifs coralliens, ces milieux marins, je ne sais pas, il y a peut-être un vide juridique entre guillemets et on se réfugie derrière cet argument-là pour ne pas agir entre guillemets. Voilà mes deux questions. Merci. C'est deux très bonnes questions. Il n'y a que des bonnes questions, c'est incroyable. Et pas toujours facile à répondre. Mais en tout cas, pour la première question sur les zones refuges, les exemples cités sont très intéressants. À la Possession, il y a le banc des Lataniers. C'est un petit banc récifal qui, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais qui paraît qui est très intéressant, même s'il a été impacté par la construction de la nouvelle route du littoral, qui en effet abrite des colonies coralliennes. Dans l'Est, on a aussi des coraux au niveau de Sainte-Rose qui sont présents. Les récifs se mettent un certain temps géologique à se mettre en place. Comme on l'a vu, c'est la légende du phénix et ça demande des milliers d'années. Donc il y a des récifs, il y a des zones qui sont plus propices au développement de récifs. Latanier et Sainte-Rose, eux, ne peuvent pas encore accueillir à l'heure actuelle des récifs coralliens comme on l'imagine dans l'Ouest. Par contre, ça reste des colonies coralliennes qui peuvent se reproduire et envoyer leurs larves dans les autres territoires. Donc si en effet ces zones restent préservées, on pourrait potentiellement parler de zone refuge. Après, il faut réussir à définir zone refuge. J'aurais du mal à le définir, mais ça reste intéressant. Il y a d'autres théories qui sont un peu plus mitigées, mais c'est dans les profondeurs. Dans les profondeurs, c'est une zone, en tout cas, arrivée à une certaine profondeur, la température de l'eau augmente moins vite, parce qu'en effet, il faut aller réchauffer toute une masse d'eau. Donc ça demande plus d'énergie. Ce qui fait que les colonies coralliennes dans ces profondeurs continuent à survivre. Et il y a eu des études qui ont été faites, notamment par Thierry Molochot, qui a été cité juste avant, et qui a découvert des endroits absolument merveilleux au niveau de l'écoulée de lave, où il y a des recouvrants coralliens à 80 mètres de fond, mais qui avoisinent les 100%. C'est des images absolument sublimes. Du coup, on peut se questionner, justement, c'est des zones refuges pour la biodiversité, pour les coraux, et quand ça ira mieux là-haut, ils n'auront plus qu'à monter. Sauf que ces coraux, ils sont adaptés aux conditions d'en bas, et donc on peut se questionner sur leur pouvoir vraiment de remonter, et d'autant plus que leur biodiversité, leur diversité est quand même mine de rien assez limitée. C'est souvent le même espèce, ou en tout cas le même genre d'espèce qui est présente. Ce qui fait que cette question de zone refuge est toujours compliquée. D'une, il faut définir bien ce que c'est zone refuge, et deux, il faut voir dans quelle mesure ça peut remettre un récif corallien. Mais en tout cas, les remarques des zones lataniers qui sont assez préservées, parce que ces flancs de falaise
littéralement donc moins d'apport du bassin versant, c'est à discuter. Ça peut être à discuter. Je ne sais pas ce qu'en penseraient les experts sur cette question-là. Et sur la question de se cacher derrière le volet réglementaire, c'est une très bonne réflexion. C'est une très bonne réflexion et je n'ai pas encore les éléments de réponse. J'aimerais bien les avoir, mais en tout cas, en effet, la seule nuance que je pourrais apporter, c'est que dans les années 95 à peu près, le schéma d'aménagement régional, qui lui cadre les PLU, les plans locaux d'urbanisme, c'est très hiérarchique tous ces documents. Le schéma d'aménagement régional va définir les objectifs du PLU. Et dans les années 95, il a été dit que le SAR, du coup le schéma d'aménagement régional, devait intégrer les récifs coralliens dans leur documentation. Faute est qu'ils ne le font pas réellement. Ou en tout cas, on ne l'observe pas de manière nette dans leurs documents. Et comme vous le soulignez, il y a une sorte de fuite volontaire, involontaire, manque de connaissances ou pas, qui est en train d'être faite et qui, on l'espère, en tout cas, avec ce genre de document cartographique qui fait le continuum entre le milieu marin et le milieu terrestre, on parle de continuum terre-mer, oblige d'une certaine manière, ou en tout cas empêche les pouvoirs publics de se cacher derrière ça. En tout cas, c'est dans ce quoi on tend. Une autre question ? Par rapport à la question sur le vide réglementaire, je peux peut-être apporter un petit élément supplémentaire par rapport à celui de l'autorisation de l'occupation du territoire. Il y a aussi tout un pan réglementaire qui traite des impacts et de la compensation et de la réduction, qui s'appelle la séquence éviter, réduire, compenser, qui a été restructurée récemment en 2016 à travers la loi biodiversité, qui apporte des éléments qui sont quand même très forts et très tangibles en termes de protection par rapport à toute forme d'aménagement, y compris les projets d'aménagement. Grande échelle, y compris les PLU, y compris les SAR, qui doivent avoir une étude d'impact et qui doivent pouvoir être en mesure de dire qu'à l'issue de l'étude d'impact, on n'a pas de perte nette de biodiversité. Donc on voit à travers ce texte de loi que ce n'est pas un problème réglementaire. La réglementation est extrêmement contraignante en termes de dégradation de l'environnement. Le problème, il est plus systémique. On va avoir une police de l'eau qui va avoir des difficultés à se structurer, à contrôler, à avoir une hiérarchie au niveau du contrôle de la séquence d'instruction des dossiers d'aménagement. Par exemple, au moment où va être émis un appel d'offres, il ne va pas forcément être contrôlé. Le contrôle se fera parfois trop tard, et du coup avec une possibilité d'action qui sera limitée. Donc tout ça doit être mis en musique, évidemment, pour avoir le plus d'actions possible sur la mise en application réelle de la réglementation. Et l'autre aspect, c'est que toute forme en fait, d'évaluation des gains et des pertes écologiques repose sur un diagnostic écologique qui est fiable, aussi bien en termes d'état initial, avant que l'impact ait été produit, que de suivi de cet impact, que d'évaluation de la quantité d'impact perdu pour savoir ce qui va devoir à terme être compensé, et donc ce qui va coûter en fait à l'aménageur. Et c'est aussi en ce sens que ce projet est quelque chose d'innovant, c'est qu'en fait il apporte des éléments de diagnostic qui permettent de beaucoup mieux évaluer la quantité de pertes potentielles qui va être occasionnée par toute forme d'aménagement. En s'appuyant sur cette nouvelle réglementation de 2016, qui est quand même très récente en fait à l'échelle de la réglementation, on apporte des éléments en fait d'application de cette réglementation. Et c'est aujourd'hui un des gros enjeux en fait de la protection de l'environnement, c'est pas de rajouter des lois parce qu'elles sont là, c'est de faire en sorte que ces lois soient applicables et qu'on soit en mesure en fait de les rendre complètement tangibles et absolument pas ignorables par toute forme en fait d'aménagement et de développement humain dans un cadre de développement durable. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Je pense qu'on va conclure. Non ? Oui, il y a une question. Bonsoir. Moi, c'est plus des questions que je me pose, parce que j'ai vu l'évolution de 1980 à ce jour entre, justement, le petit trou d'eau et la ravine de l'Ermitage, la plage de l'Ermitage. Effectivement, c'est devenu un vrai cimetière. J'ai suivi les projets de Papy à l'époque. Je ne sais plus où on en est à l'heure actuelle,
parce qu'à l'époque, la ravine joyeuse devait drainer ce qui venait de Roquefeuille. On devait faire des pistes bétonnées sur les côtés pour faire des balades, etc. Et bon, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'en plus des dégradations qui se passaient normalement, et effectivement, nous avons beaucoup de vagues maintenant qui arrivent au niveau des balançoires, mais ce qui a aggravé à l'heure actuelle, c'est que pour le tourisme, il a été transporté sur toutes les plages entre les balançoires et la ravine de l'Ermitage, des camions et des camions de sable qui sortent, des Roches Noires. Et au dernier cyclone, tout ce sable a été entraîné. Déjà à la dernière forte marée d'équinoxe, il y avait déjà beaucoup de sable qui avait été entraîné. Mais là, au moment du dernier cyclone, on a eu plus d'1 mètre de plage qui a été emporté et tout le sable a recouvert toute une zone du lagon où il n'y a plus rien. Au niveau des balançoires, justement, encore il y a 1 an, il y avait plein de zones de zourites, des caches de zourites. À l'heure actuelle, plus un seul. Moi, je palme régulièrement le soir là. Et l'autre soir, il y avait un chasseur de zourites, puisque la pêche est ouverte, qui était là. Il n'en a pas trouvé une seule. Or, il y en avait encore il y a, disons, 1 an et demi. 1 an et demi, il y avait des trous de zourites partout. Alors, je ne sais pas ce qui va en rester, parce que là, s'ils font des rapports de sable en plus, et aux dernières, les racines des filao qui étaient tombés à un cyclone, je ne sais plus lequel, il y a 7 ans à peu près. J'avais pris des photos à ce moment-là. On avait sorti les filao et les racines avaient été rasées. Et là, les racines viennent de ressortir. On voit que la plage a donc reculé de 2 mètres. De 2 mètres en l'espace de 7 ans, même de plus. Alors, moi, je voudrais savoir si, justement, vous êtes contacté pour le PAPI et pour le PLU, parce que le PLU, bon, ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent encore plus urbaniser. Moi, j'ai des échos, mais qui sont secrets, d'urbanisation qui me semblent complètement farfelus. C'était plus celle, du coup, où on était il y a quelques années encore, il y a 15 ans. Je ne sais plus où on en est, mais je ne sais pas. Parce qu'on fait tout pour le tourisme. Mais plus il va y avoir de tourisme, et là on reconstruit. Alors on a sorti par contre comment ça s'appelle, les restaurants qu'il y avait sur le bord là près de l'Ermitage là. Mais n'empêche qu'ils avaient construit des murs, ils avaient fait des protections qui empêchaient la mer d'avancer, parce que là c'est pas ceux qu'ils avaient plantés en patata Durand, ça a été emporté il y a bien longtemps. Bien, voilà. On va peut-être donc, poser... c'est des questions que je me pose plus que... Déjà, merci beaucoup de confirmer et de confronter votre vécu à ce qu'on vient de raconter, parce que moi, je n'ai pas votre histoire de vie. J'ai pas votre recul. Parce que moi, j'ai connu au Petit Trou d'Eau, on allait justement étudier les coraux à ce niveau-là. Et il y a eu un grand cyclone, c'était Hyacinthe, je crois, qu'il y a eu en 80. Et moi, j'avais été ramasser des coraux sur le bord de la plage du Petit Trou d'Eau à ce moment-là.
Et quand je vois Et ce genre de témoignage, c'est super important pour ce genre d'études, pour confronter ce qu'on raconte et pour vérifier qu'on ne dit pas trop de bêtises. C'est une confrontation avec les citoyens et citoyennes qui est indispensable. Et malheureusement, on n'est pas encore en lien direct, ou en tout cas, on n'est pas concerté par les documents, l'élaboration de ces documents, mais on fait en sorte de l'être. On vise à justement à sortir un peu de l'eau, bien que l'eau soit un endroit merveilleux, pour aller à la table avec les décideurs, avec les pouvoirs publics, pour argumenter en faveur de tout ce qu'on raconte, en espérant que le dialogue soit ouvert et en espérant qu'on puisse imaginer d'autres futurs possibles. Justement, moi j'avais une petite question pour terminer. Est-ce que vous êtes sollicité par des politiques ou est-ce que c'est vous qui vous imposez pour venir à la table ? Par des politiques en tant que telles, non, pas encore. On a par contre des structures comme l'Office de l'eau, la DEAL, des structures du coup d'État qui nous sollicitent en effet, qui nous demandent des études, qui nous demandent des connaissances sur certains milieux, sur certaines questions. Donc il faut rappeler quand même que ce projet, il a un terreau d'avant 2021, mais en tout cas il y a eu une croissance à partir de 2021 exponentielle, ce qui fait qu'il est encore récent. Les pouvoirs publics, les politiques n'ont pas encore eu, tous et toutes, écho de ce projet. Ou en tout cas ça commence à avoir écho. Ce qui fait qu'on espère que d'ici 1 an, 2 ans, en tout cas c'est dans les objectifs à court terme là, d'aller frapper aux portes des gens et de leur dire il y a ça qui existe et maintenant on travaille ensemble. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci à vous d'être venus. On a senti ce soir qu'il y avait vraiment une sensibilité et vraiment une écoute très importante de la salle par rapport à tous les questionnements et les questions-réponses qui restent et les réponses qui restent sans réponse. Mais comme quelqu'un l'a dit dans la salle, je crois qu'il y a aussi notre citoyenneté qui doit s'exprimer à partir de ces propositions qui sont faites par les scientifiques. Et je pense que c'est l'un et l'autre qui vont aller dans le bon sens.